Limitation des spectroscopes à fente du point de vue de la résolution. Et introduction à la spectrométrie interférentielle. Niveau licence physique, prérequis optique ondulatoire et notion de diffraction. Bibliographie dans le Sextant, page 215, dans le Dufay d'Agreg, page 61. Alors, les spectroscopes à fente se distinguent des spectroscopes interférentiels par le fait qu'ils prélèvent une fente de lumière et qu'ils l'analysent par dispersion et par projection sur un écran ou un CCD. Alors on peut avoir un dispositif de diffraction de Fraunhofer exact avec une diffraction qui se produit à l'infini, un faisceau qui arrive parallèle et une diffraction qui se produit à l'infini, et donc une lentille qui permet de ramener l'image de la figure de diffraction à une distance limitée. On peut simplifier en ne mettant qu'une seule lentille et en la collant en collant le dispositif de dispersion contre la lentille. Ça fait une image plus lumineuse et ça fait moins d'aberration. Dans ce cas, on se retrouve dans une disposition de Fraunhofer approchée. On définit le pouvoir de dispersion comme étant la dérivée de l'angle de l'angle ici de dispersion en fonction de la longueur d'onde, donc sur le d lambda. Pour un réseau, dθ sur d lambda, c'est 1 sur A, A étant le pas, puisque sinus θ qu'on peut linéariser en θ vaut lambda, sinus θ égale k lambda sur A. Pour le premier ordre, on a, un coefficient directeur qui vaut 1 sur A. Alors, limitation du pouvoir de résolution, premièrement à cause de la largeur de la fente. Alors prenons un cas du prisme à vision directe. Le prisme à vision directe, c'est un empilage de 3 prismes montés tête bêche de manière à avoir une déviation totale proche de 0 et de manière surtout à compenser les aberrations chromatiques. Si on a une fente infiniment étroite, là on a l'image de la fente centrale, et puis là on a des images de différents ordres, les images de deux longueurs d'onde proches. Si la fente est un petit peu large, eh bien, dans ce cas, les deux fentes sont encore distinguées ici, mais elles sont un peu plus proches l'une de l'autre. Si la fente est plus large, on arrive à un moment où on ne distingue plus les deux fentes, et on a une seule tache large, et le doublet n'est plus résolu. Alors, modélisons le phénomène, la largeur de la fente, cette largeur se nomme A1, et l'angle sous lequel cette fente est vue depuis le centre optique de la lentille, c'est A1 sur D, et donc par l'application des lois d'optique géométrique, la tâche ici aura une dimension A'1, on a ici exactement le même angle ici, et A'1 sur D va être égal, sur grand D va être égal à A1 sur D. Alors, le spectre a un pouvoir de dispersion typique qui est dθ sur d lambda de 5-10-4 radians par nanomètre. Cette limite de résolution on se trouve en limite de résolution lorsque le petit angle de déviation dû à la dispersion est inférieur à ce lambda qui est l'angle de la tâche de diffraction. Donc dans ce cas, le delta lambda, le plus petit intervalle de longueur d'onde que l'on peut résoudre, c'est cette dérivée delta lambda sur delta θ fois l'angle, cet angle alpha sous lequel on voit la fente et sous lequel est l'angle de la tâche. Alors, par définition, le pouvoir de résolution de ce spectromètre, c'est lambda sur delta lambda, et c'est lambda sur alpha, donc je reprends cette formule, delta θ sur delta lambda. Si on fait une petite application pour un doublet du mercure,
qui n'est pas trop difficile à résoudre. Pour une fente de largeur, pour une tâche de largeur 2 mm, donc on observe sur l'écran une tâche de largeur 2 mm pour résoudre ce doublet à une distance de 2 mètres. Eh bien ça fait un alpha qui vaut 10-3 radians. Et, donc pour une longueur d'onde en moyenne entre 577 et 579,1, c'est-à-dire un delta lambda de 2,1 nanomètres, eh bien pour arriver à le résoudre, on doit avoir un pouvoir de résolution, se calcule en faisant 578, donc longueur d'onde moyenne, divisé par 10-3 l'angle sous lequel on voit la tâche de diffraction, multiplié par le pouvoir de dispersion typique, 5-10-4, et on trouve 190. Voilà. Donc ce pouvoir de résolution est assez facile à atteindre avec un spectromètre artisanal, et donc on doit pouvoir distinguer, résoudre le doublet du mercure. Il y a aussi un autre phénomène qui peut limiter le pouvoir de résolution, c'est le phénomène de diffraction. Donc le critère de Rayleigh nous dit que quand on a deux pics centrés, deux pics de largeur finie, qui sont séparés par un intervalle de longueur d'onde, et si l'écart entre les deux pics se rétrécit, ils vont finir par ne former plus qu'un seul pic qu'on ne pourra plus résoudre. Et le critère de Rayleigh nous dit qu'il ne faut pas que les pics de diffraction sont résolus si les distances qui les séparent sont supérieures à une demi-largeur, c'est-à-dire plutôt une largeur à mi-hauteur. Plutôt qu'une demi-largeur, il faut comprendre ça comme la largeur à mi-hauteur. Alors un pic de diffraction, puisqu'ici le dispositif est éclairé, oui, ici on a une largeur d'éclairage qui va être la taille, qui va être la largeur qui va nous créer une diffraction. Donc on prend notre critère, le lambda d habituellement sur A, qui est pour une largeur A de fente. Ici en fait c'est la largeur grand L, la largeur d'éclairement, la largeur éclairée qui diffracte. L'angle θ que l'on linéarise, qui est proche de sinus θ, c'est lambda sur L. Donc l'angle de résolution, le θ de résolution, il doit être inférieur à cet angle ici, limite due à la diffraction. Comme tout à l'heure, l'intervalle le plus petit intervalle en longueur d'onde qui peut être résolu, eh bien c'est la dérivée de la longueur d'onde par rapport à l'angle de dérivation, donc multiplié par cet angle de résolution, et donc on arrive, en remplaçant ça par l'expression qu'on avait juste en haut, à cette expression d lambda sur dθ fois lambda sur L. Le pouvoir de résolution par définition c'est lambda sur delta lambda, ce qui fait finalement lambda sur lambda dθ sur d lambda multiplié par non pas le pas ici, c'est une erreur, mais multiplié par la largeur de diffraction, la largeur éclairée. On simplifie les lambda et on voit plus qu'apparaître le pouvoir de dispersion du réseau multiplié par la largeur éclairée. La largeur éclairée typiquement est de l'ordre de 5 mm, ce qui fait que notre pouvoir de résolution est de l'ordre de 2500, et on voit que ce qui limite effectivement la résolution du spectrophotomètre, c'est la largeur de la fente source et non pas le problème de diffraction qu'on vient d'évoquer. La diffraction ne joue donc qu'un rôle secondaire, et on est habituellement limité par la largeur de la fente pour avoir assez de lumière. Alors dans le cas du réseau, prenons la formule du réseau pour I' qui vaut 0, donc un faisceau incident qui arrive perpendiculairement au réseau. Sinus θk égale k lambda sur le pas. Donc pour un angle petit, quand on linéarise, θ égale k lambda sur le pas. Donc dθ sur d lambda, c'est k sur le pas.
On a alors R, la limite, le pouvoir de résolution dû à la diffraction, eh bien c'est la largeur éclairée multipliée par ce pouvoir de dispersion qui est K sur A. Or, la largeur éclairée divisée par le pas, ça me donne le nombre de fentes éclairées. Donc on a un pouvoir de résolution qui est directement proportionnel au nombre de traits éclairés et proportionnel également à l'ordre. Ceci est cohérent avec ce que l'on a pu déjà voir sur le réseau, dont on fait ici un bref rappel. Un réseau est constitué de plusieurs ondes progressives planes qui arrivent sur la face du réseau et qui sont diffractées, qui vont diffracter selon un angle θ en introduisant à chaque fois un petit écart de longueur d'onde, un delta, un petit écart de chemin optique, delta, et on a un déphasage qui du coup vaut 2 lambda delta sur lambda, 2 pi delta sur lambda. Alors quand on remplace delta qui vaut ici A sinus I', pas du réseau fois sinus de cet angle-là, I', enfin θ, l'angle de sortie, l'amplitude en M s'écrit en faisant la somme de tous ces... donc là, oui, ce dispositif n'introduit aucun déphasage, puisque c'est une lentille, par la loi de Malus et le principe du retour inverse de la lumière. Donc on peut calculer l'amplitude en ce point M, en faisant la somme de toutes les amplitudes qui arrivent avec leur déphasage respectif, donc A1, facteur de 1 plus exponentielle Jφ, plus 5 exponentielle moins de Jφ, plus etc. jusqu'à n-1 φ. Cette somme de n termes d'une suite géométrique peut se résoudre en écrivant, donc c'est l'amplitude d'un seul de ces rayons lumineux multiplié par 1 moins exponentielle raison exposant n, c'est-à-dire exponentielle moins jn phi, sur 1 moins raison, 1 moins exponentielle moins j phi. Cette expression en exponentielle peut s'écrire aussi avec un sinus cardinal, et on retrouve l'expression caractéristique de la diffraction, I égale alors I, il n'y a pas d'indice, sinus cardinal carré n phi sur 2. Alors, quand on regarde ce que ça donne pour un nombre n de trous croissants, donc pour 2 trous, on voit qu'on a ici pour une même longueur d'onde, on a des pics qui sont relativement larges, dus à la diffraction. Mais quand on augmente le nombre de fentes éclairées, eh bien on voit que la diffraction va faire des points de plus en plus précis, de plus en plus petits. Et donc quand on a 2 longueurs d'onde différentes qui vont se traduire par un très faible écart de pic, eh bien ici on va pouvoir le résoudre, alors que là on a du mal et que là on ne va pas pouvoir les résoudre. Donc on montre bien ainsi que la résolution du spectromètre dépend du nombre de traits éclairés hors conditions géométriques. Donc conclusion, on utilisera en pratique un monochromateur à réseau au lieu d'avoir notre dispositif assez artisanal de dispersion de lumière. Ça va bien pour étudier des spectres classiques, et donc la répartition de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, donc la répartition spectrale. Par contre, ce type de spectromètre est totalement insuffisant pour étudier la structure fine, des doublets ou même les triplets, ou la structure fine. Quand on voit une raie, en fait, il y a souvent un ensemble de sous-raies qui sont très très proches les unes des autres, et pour arriver à résoudre cette structure fine, il est nécessaire alors d'utiliser la spectrométrie interférométrique.